Il retira son chapeau et dit « Je ne suis pas beau ». Mais la femme apache le regarda avec amour. Au crépuscule, la place de Saint-Mont se teintait d'ombres musicales. Les maisons de pierre, percées de petites fenêtres éclairées par la lueur vacillante des lampes à huile, prenaient des allures de forteresses anciennes. Un vent léger, chargé de parfums de foin coupé et de terre humide, filtrait entre les ruelles étroites. Au centre de cette scène, un homme solitaire, les épaules courbées sous le poids d'années de doute, s'immobilisa. Il retira lentement son chapeau de feutre usé, révélant une chevelure grisonnante et un visage marqué par le temps. « Je ne suis pas beau », murmura-t-il dans un souffle à peine audible. Les habitants, agenouillés autour du puits, suspendirent leurs activités, interloqués par cette confession inattendue. Aucun murmure ne rompait le silence, comme si leurs oreilles s'étaient arrêtées de capter le monde. C'est alors qu'elle apparut. Nahimana, descendante d'une lignée apache, se glissa hors de l'ombre du vieux chêne. Sa silhouette gracile, soulignée par une robe aux teintes ocre, semblait flotter sur le pavé. Ses cheveux noirs, tirés en une natte complexe, encadraient un visage d'une beauté sauvage et fière. Ses yeux, sombres et profonds, brillaient d'une empathie inébranlable. Sans prononcer un mot, elle s'approcha de l'inconnu. Les battements de son cœur résonnaient dans ses tempes, comme le tambour d'un rituel ancestral. Les fissures de la terre sous ses pieds semblaient s'adapter à chacun de ses pas, témoignant d'une connexion secrète entre son être et la nature. Lorsque Nahimana posa délicatement la main sur le bras de l'homme, un frisson parcourut l'assemblée. C'était comme si la terre elle-même retenait son souffle. L'inconnu releva les yeux, et dans leurs regards se mêlaient surprise et reconnaissance. Un sourire, timide d'abord, naquit sur ses lèvres. Leur destin, jusque-là séparés par des continents et des siècles, se croisaient enfin. Dans le silence solennel, seul le griffonnage lointain du vent racontait à demi-mot la promesse d'une histoire singulière. Les âmes curieuses comprirent que ce moment marquait le début de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Un récit tissé entre les étoiles et la terre. Les lanternes suspendues diffusaient une lumière ambrée, projetant des ombres dansantes sur les visages des habitants. On pouvait distinguer la fatigue des travailleurs agricoles, les mains calleuses appuyées sur le manche des outils, et l'éclat nouveau d'une curiosité profonde. Des enfants, blottis contre leur mère, observèrent la scène avec des yeux écarquillés, trop jeunes pour comprendre la portée de ce geste, mais déjà sensibles à la poésie du moment. Au loin, clochait la silhouette d'un chevalier en armure légère, symbole d'une époque où l'honneur guidait l'épée. Dans cette perspective contrastée, Pierre Deschamps, l'étranger au chapeau, se sentit soudain plus vulnérable. L'histoire de ces terres, marquée par des révoltes paysannes et des amours contrariés, se reflétait dans chaque pierre, dans chaque souffle de vent. Alors que les derniers rayons du soleil s'effaçaient derrière les collines, Nahimana retira aussi son chapeau sculpté, révélant un front fier et un sourire résolu. Elle s'inclina légèrement, comme pour sceller une alliance silencieuse. Les villageois, témoins impuissants de cette rencontre, comprirent que l'équilibre de Saint-Mont venait de basculer. Un nouveau chapitre de légende allait s'écrire, entre bravoure et tendresse, au rythme de la terre et des âmes. Au matin blême, les premiers rayons du soleil caressaient les toits de pierre grise et les toiles de jute tendues pour protéger les récoltes de froment. Dans la cour poussiéreuse de la ferme des champs, Nahimana s'activait déjà, son halo de beauté sauvage illuminant chaque tâche qu'elle accomplissait. Son regard, hérité des vastes plaines du Nouveau-Mexique, scrutait l'horizon avec une détermination calme. La brume légère qui s'attardait entre les bâtiments formait un écrin éthéré autour de sa silhouette élancée. Pierre, quant à lui, sortit lentement de la chaumière voisine, l'esprit encore hanté par la confession de la veille. « Je ne suis pas beau », avait-il murmuré, retirant son chapeau comme on ôte une armure de papier. Le souvenir de son propre visage lui revenait en mémoire, entre ombre et honte. Il observa Nahimana, absorbé dans ses gestes, la finesse de ses doigts, qui maniaient une faucille avec une précision étonnante, l'éclat matinal de ses cheveux noirs et soyeux, et la grâce innée de chacune de ses postures. Toutefois, la paix de l'aube fut rapidement troublée par un corbeau perché sur un vieux poteau de clôture. D'un croassement rauque, il lança un cri qui fit frissonner les tiges de blé alentour. Nahimana releva la tête, ses sourcils délicats se fronçant légèrement. Elle s'approcha du volatile, tendit la main, et d'une voix douce chuchota
Viens, petit gardien, montre-nous la voie. Le corbeau inclina la tête, puis s'envola, laissant derrière lui une traînée d'ailes sombres. Intrigué, Pierre s'avança un peu plus dans le champ doré. « Parle-moi de ce chant », dit-il, se souvenant des légendes amérindiennes qu'il avait lues enfant. Naïmana tourna son visage angélique vers lui. « Les esprits de la terre et du ciel communiquent ainsi, » expliqua-t-elle. « Ils portent les rêves et les peurs des hommes. » À cet instant, le blé ondulait comme une mer vivante, semblant approuver ses mots. Ensemble, ils pénétrèrent dans cet océan de tiges dansantes. Chaque pas faisait craquer la tige sèche et libérait un parfum âcre. Pierre raconta alors son passé de paysan méprisé, fils de famille modeste, toujours rabaissé par les grands propriétaires. Naïmana écoutait, attentive, ses traits empreints d'une compassion sincère. Quelques villageois, penchés sur les palissades, observèrent la scène avec curiosité. Les plus audacieux murmurèrent des légendes oubliées sur les tours de passe-passe, des peaux rouges, tandis que d'autres secouèrent la tête, incrédules. L'air se chargeait de cette tension palpable entre admiration et méfiance. Naïmana sentait ses regards, mais ne fléchissait pas. Son port altier imposait le respect. Quant à Pierre, il sentait son cœur battre plus fort, plusieurs secrets se heurtant aux chaînes de ses peurs ancestrales. C'était là, dans cette ferme modeste, que naissait la véritable aventure. La rosée tachetait de perles argentées, les brins d'herbe bordant la route de château, tandis que le chant lointain du coq brisait le silence matinal. Pierre Deschamps, ferme ombre parmi les premières lueurs du jour, ajusta son chapeau sur sa tête fine et entr'ouvrit la porte de sa modeste demeure. Son cœur battait à la chamade. Chaque reflet dans la fenêtre lui renvoyait l'image d'un homme trop pâle, aux traits anguleux qu'il jugeait dénués d'attrait. Il passait la main sur son visage, comme pour effacer la honte imprégnée dans chaque ride. Dans la cour, les vaches bâillaient d'indifférence, leur haleine chaude se mêlant à l'odeur âcre du fumier. Pierre inspira profondément pour chasser la nausée d'appréhension qui le saisissait dès qu'il pensait à Naïmana. Il sortit du panier en osier destiné aux légumes du marché quelques pommes de terre encore recouvertes de terre, puis les jeta sur l'auge. Ses gestes étaient mécaniques, vides de la ferveur qu'il eût aimé ressentir. Un groupe de voisins, encapuchonnés sous des capes grossières, longeait le chemin. Ils échangèrent un regard discret et dissimulé, avant de ricaner quand Pierre passa près d'eux. La voix basse, « Le pauvre homme croit séduire une belle étrangère », murmura l'un d'eux. Le rire contenu fit vibrer l'air. Pierre, concentré sur sa tâche, n'entendit pas les quolibets ou fit semblant de ne pas les entendre. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait l'intériorité violée par la moquerie. Depuis son adolescence, on lui répétait qu'il manquait de prestance, que sa maigreur le rendait fragile, presque maladif. Les enfants le regardèrent de haut quand il passait sur la place du marché, et certaines jeunes filles lui tournèrent le dos. Mais l'apparition de Naïmana dans sa vie avait éveillé en lui un sentiment inédit, l'envie de se prouver digne de son amour silencieux. Il s'éloigna des bêtes et gravit le sentier menant à la colline, d'où l'on apercevait la vaste étendue dorée des champs de blé. Chaque pas lui coûtait une timidité nouvelle, comme si le sol gardait la mémoire des siècles passés. Arrivé au sommet, il s'adossa au vieux chêne, reprit son souffle et ferma les yeux. Dans le calme humide, il entendit le souffle du vent qui murmurait des mots d'encouragement, aussi doux que la voix feutrée de Naïmana. Pierre sortit alors de sa poche un petit miroir poli, cadeau de son défunt père, et souleva délicatement son chapeau pour observer son visage. Il posa le regard sur ses pommettes creusées, son front fuyant, la délicate courbe de son nez. Il sentit une larme perler, non pas de tristesse, mais d'une compassion profonde pour cet homme qui portait un fardeau invisible. Il murmura « Je ne suis pas beau, mais je veux être digne de toi. » Soudain, un hennissement retentit dans la vallée. Naïmana, sur son cheval-bai, galopait vers lui. Ses traits étaient éclairés par la lumière dorée du matin, et elle semblait flotter sur son destrier. Au moment où elle approcha, Pierre rangea le miroir, redressa l'échine et écarta les bras, prêt à affronter ses jugements intérieurs et ceux du monde. Il comprit alors que, pour gagner son cœur, il devrait d'abord se conquérir lui-même. L'air était frais, lorsque Pierre et Naïmana quittèrent la ferme pour rejoindre le marché du village voisin. Les premiers rayons du soleil étiraient les ombres des peupliers le long du chemin de terre. Naïmana, perché sur son cheval-bai,
avançait d'un pas assuré, ses yeux sombres scrutant l'horizon comme s'il pressentait les dangers à venir. Pierre la suivait à pied, le cœur léger malgré la fatigue de la matinée. Soudain, un craquement sinistre retentit. À quelques mètres devant eux, la roue arrière droite d'une charrette mal entretenue se brisa en éclats, projetant des étincelles sur le sol boueux. Le coffret en bois chargé de farine bascula et s'immobilisa, bloquant le passage. Le charretier, un homme trapu au visage rougeau, se pencha pour examiner la charrette, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur du matin. « Oh non !» gémit-il. « Sans cette roue, je ne pourrai pas traverser le gué avant la nuit. La farine va s'humidifier et tout sera perdu. » Ses mains tremblaient, tandis qu'il tentait de redresser la charge. Nahimana descendit de son cheval d'un bond gracieux. Ses bottes cloutées s'enfoncèrent légèrement dans la boue, témoignant de sa fermeté. D'un geste assuré, elle posa la main sur l'épaule du charretier. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle, sa voix douce contrastant avec la tension ambiante. « Pierre et moi allons vous aider. » Pierre, malgré sa timidité, avança à son tour. Il retira son chapeau et fouilla dans la sacoche en cuir qui pendait à sa ceinture. En sortit un petit outil semblable à une pince, vestige de son apprentissage d'artisan forgeron. « Avec ça, nous pourrons retirer les clous rouillés, réparer l'essieu et remettre la roue en place. » Le charretier, d'abord surpris, plissa les yeux. « Vous feriez ça pour moi ? Je ne m'attendais pas à tant de bonté. » En unissant leurs efforts, Nahimana maîtrisa rapidement le cheval, tandis que Pierre s'agenouilla au sol. Ses doigts fins et sûrs glissèrent sous la roue brisée. Il desserra les boulons rouillés, retira les morceaux cassés, puis utilisa l'outil pour redresser l'essieu. Nahimana, de son côté, maintint la roue de remplacement, qu'elle avait aperçue dans un débris voisin, et aida à l'enclencher. Autour d'eux, quelques villageois qui cheminaient vers la foire s'étaient arrêtés, intrigués par cette collaboration inattendue. Certains murmuraient « Regardez comme la belle Apache sait soigner les hommes », tandis que d'autres hochèrent la tête, impressionnés par la dextérité de Pierre. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant la scène d'une lumière dorée. Après plusieurs minutes de travail minutieux, un dernier cliquetis de fer confirma la solidité de la réparation. Pierre se releva, essuya la poussière de ses pantalons et tendit la main au charretier. « Voilà, vous pouvez reprendre la route. Faites bon voyage. » Le charretier, visiblement ému, tapota l'épaule de Pierre. « Je ne vous remercierai jamais assez. Que Dieu vous protège tous les deux. » Il remit son cheval en route, grattant l'herbe à chaque pas, comme pour s'assurer que la roue tiendrait jusqu'au village. Nahimana remonta en selle, les traits éclairés d'un sourire satisfait. Pierre lui rendit son chapeau, esquissa un léger signe de tête et, ensemble, ils reprirent leur chemin vers la foire. Chaque pas les rapprochait du village, mais aussi l'un de l'autre, tissant peu à peu un lien indéfectible forgé dans l'entraide et le respect. En approchant de la place centrale du village, Pierre sentit son pouce accélérer. Les maisons de Torchis, alignées le long du puits ancestral, semblaient se pencher pour mieux observer le cortège improbable formé par lui et Nahimana. Autour d'eux, les étals de marché s'animaient, étals de tissus grossiers, de poteries vernissées et de gibier séché. Chaque regard posé sur Nahimana témoignait d'une fascination mêlée d'incompréhension. « Qui est cette belle inconnue ?» s'interrogeait une épicière, les mains couvertes de farine de seigle. « On dit qu'elle vient de contrées lointaines, où les forêts sont vastes et les chevaux sauvages, » répéta un bouvier, marmonnant sous sa moustache. Un groupe de jeunes paysannes, coquettes et chuchotant derrière leurs foulards, suivait Nahimana du regard. Elle jalousait sa grâce incomparable, sa taille fine, la robe aux motifs amérindiens qu'elle avait confectionnée elle-même, et la façon dont elle redressait l'échine, fière et droite. L'éclat de ses boucles sombres contrastait avec la pâleur des visages enfermés dans l'austérité rurale. Pierre, soucieux de ne pas alourdir sa présence, ajusta son chapeau et salua quelques voisins, mais leur réponse restait polie, presque mécanique. Dans les coins obscurs, certains troquaient des regards sceptiques. Qu'est-ce qu'un homme laid peut bien trouver à une telle créature? Dans ces murmures, il sentit la rancune poindre, comme un poison silencieux. Ils gagnèrent l'auberge de la Licorne, écrin chaleureux où l'on servait un ragoût de mouton arrosé de vin rouge. Le patron, un homme corpulent au tablier élimé, poussa un cri de surprise en voyant Nahimana franchir le seuil. Par tous les saints, jamais je n'aurais cru croiser une telle beauté en ces lieux.
Le chuchotement transforma la taverne en un théâtre de regards ébahis. Pour éviter l'agitation, Nahimana choisit une table près de la cheminée, dont les braises crépitaient doucement. Pierre la suivit et commanda 2 bols fumants de soupe aux légumes du jardin. Le parfum du bouillon, relevé d'herbes sauvages, réchauffa l'atmosphère. Autour d'eux, les conversations reprirent timidement, tous s'efforçant de ne pas fixer la jeune femme trop longtemps. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Un marchand ambulant, la cape collée de rosée, s'avança en titubant. Il posa un sac de cuir sur le comptoir et déclara d'une voix forte « J'ai vu ce matin un corbeau noir guider un troupeau de bœufs vers les collines. Prémonition de bonne année ou signe de malheur ?» Les habitants s'arrêtèrent, suspendus à ses lèvres. Nahimana leva les yeux, ses yeux sombres brillant de curiosité. Elle murmura « Les esprits parlent à ceux qui savent écouter. » Un silence respectueux s'installa. Le marchand, encouragé, poursuivit. Si même les bêtes changent de cap, c'est qu'un grand événement s'annonce. Les visages devinrent graves, comme si l'équilibre fragile de leur quotidien venait de vaciller. Pierre sentit la main de Nahimana se poser sur la sienne, un geste rassurant et complice. À cet instant, la rumeur d'un événement futur prit corps dans les cœurs. L'arrivée d'un puissant adversaire, peut-être le redoutable colonel Leclerc, venu pour imposer sa loi. Des lèvres tremblantes murmuraient déjà son nom. Mais dans le regard de Nahimana, Pierre nota une résolution inébranlable. Il serra doucement sa main et se promit intérieurement que jamais il ne laisserait l'injustice gagner. Le feu dans l'âtre projeta des ombres dansantes sur les murs de Torchis, dessinant les prémices d'une histoire où bravoure et amour se conjugueraient contre l'adversité. Les derniers murmures s'évanouirent, remplacés par la certitude d'un avenir commun. La nuit tombait doucement sur Saint-Mond, enveloppant la place du marché d'un voile étoilé. Des lanternes suspendues aux façades des maisons projetaient une lumière ambrée, dessinant des ombres dansantes sur les pavés usés. Au centre, un orchestre composé d'un violoniste et d'un accordéoniste entama une mélodie entraînante, mélange subtil de refrains français et de rythmes qu'on disait inspirés des plaines lointaines d'Amérique. Nahimana, vêtue d'une robe de taffetas bleu nuit brodée de motifs ocre, se tenait près du puits, observant la foule avec un sourire discret. Sa beauté sauvage contrastait avec la simplicité rustique du village. Ses traits anguleux, hérités de sa lignée apache, se révélaient dans la lueur vacillante des lampes à huile. De longues mèches noires s'échappaient de son chignon, caressant sa nuque tandis qu'elle avançait vers Pierre qui l'attendait, le dos droit, l'habit de cérémonie légèrement trop vaste pour lui. « Vous dansez avec moi ?» demanda-t-il en déposant une main hésitante sur son poignet. Leurs regards se croisèrent. L'incertitude dans les yeux de Pierre se dissipa devant la confiance bienveillante de Nahimana. Ils s'avancèrent vers la piste improvisée, tapis de paille disposé au centre de la place. Le violon s'enflamma, l'accordéon répondit, et les villageois s'écartèrent pour faire place aux 2 danseurs. Pierre, crispé au début, laissa peu à peu ses gestes suivre le rythme cadencé. Nahimana, dont chaque pas semblait dicté par une sagesse ancestrale, guida son partenaire avec douceur. Elle posait son pied léger devant le sien, l'entraînant dans des pas chassés et des pirouettes mesurées. Autour d'eux, les témoins de la scène murmuraient des exclamations d'admiration. Les enfants, fascinés, arrêtèrent de jouer pour contempler cette improbable alliance de cultures. Les notables, perchés en retrait, hochèrent la tête en souriant, comme rassurés de voir que l'étranger malingre possédait une âme qu'aucune apparence ne pouvait trahir. La musique s'intensifia. À chaque mesure, les battements du cœur de Pierre s'emballaient, en harmonie avec les violons. Les mouvements de Nahimana semblèrent raconter une histoire séculaire, la quête d'un amour sincère, le lien entre la terre et les hommes, la force qui naît de l'union de 2 mondes. Pierre, oubliant ses complexes, trouva un équilibre nouveau, se fiant à la main ferme de Nahimana, à la chaleur de son regard. Au moment où la dernière note résonna, la foule éclata en applaudissements nourris. Certains se levèrent pour lancer des brins de paille en l'air, d'autres sifflèrent d'enthousiasme. Pierre, le front perlé de sueur, inclina légèrement la tête devant Nahimana. Elle lui sourit, et dans ce sourire, il lut la promesse d'un avenir partagé, où la danse ne serait que le prélude d'une vie tissée à 2. Alors que les lampes à huile vacillaient, sous la brise nocturne, Pierre et Nahimana rejoignirent la lisière de la place, main dans la main.
Les murmures admiratifs se transformèrent en acclamations chaleureuses. Pour la première fois, il sentit que sa laideur supposée n'avait aucune prise sur la beauté de leur rencontre. Et dans le silence qui suivit la fête, seul le bruit lointain d'un violon répétait encore, en écho, cette mélodie d'union et d'espoir. À l'aube du jour suivant, une clameur monta de l'église du village, où le père Benoît célébrait la messe dominicale. Les bancs étaient plus remplis que d'habitude. Les murmures suscités par la venue de Nahimana avaient éveillé la curiosité des fidèles. Le prêtre, un homme austère au visage buriné, interrompit son sermon pour poser une question inhabituelle. « Mes enfants, que penseriez-vous si un étranger s'installait parmi nous, défiant nos coutumes et notre foi ?» Un silence glacial accueillit cette interrogation. Certains fermèrent les yeux, d'autres se redressaient, leurs regards indécis oscillant entre la tradition et l'inconnu. Après la messe, le maire Jacques Lavoisier, vieux notable aux moustaches grisonnantes, convoqua une assemblée sur la place de l'hôtel de ville. Les habits officiels pendaient sur le côté, tandis qu'il montait sur l'estrade de Pierre. Pierre, blessé par l'intention sous-jacente du rassemblement, suivait d'un pas incertain, Nahimana lui tenant la main en un geste rassurant. « Citoyen !» tonna le maire, la voix tremblante d'autorité contenue. « Il est hors de doute que l'arrivée de cette jeune femme nous interpelle. Certains diront qu'elle incarne un exotisme fascinant, d'autres qu'elle menace l'ordre établi. » Un léger souffle parcourut la foule. Nous devons décider si nous l'acceptons ou si nous la repoussons, afin de préserver la cohésion de notre communauté. Une première voix s'éleva, celle de Madame Renard, aubergiste et mère protectrice. Je vote pour l'accueillir. Elle fait preuve de bonté et de bravoure. Plusieurs acquiescèrent, louant le sauvetage du charretier. Mais un grognement se fit entendre. Monsieur Dubreuil, propriétaire terrien, croisa les bras et cracha. Des coutumes amérindiennes? Des danses païennes? Nous sommes en France, pas sur les rives de l'Oklahoma. Sa tirade fut accueillie par des huées et des applaudissements contradictoires. Le prêtre, appuyé contre un pilier de l'hôtel de ville, s'approcha, les mains jointes. « Mes amis, la charité est une valeur chrétienne fondamentale. Jésus n'a-t-il pas accueilli l'étranger? Cependant, je conçois que nos traditions méritent respect. » Il échangea un regard grave avec le maire, exprimant l'ambiguïté d'une société tiraillée entre foi et convention. Pierre sentit son cœur se serrer. L'enjeu n'était plus seulement son bonheur, mais l'avenir de celle qu'il aimait. Les visages autour de lui reflétaient la tourmente. Des mineurs revenant de la mine, le front noirci, des commerçantes en corsets serrés, des paysans en sabots boueux. Tous semblaient peser le pour et le contre. C'est alors que Nahimana, drapée dans son étole brodée, monta sur le perron. Un silence respectueux balaya la foule. Elle ôta son chapeau décoré de plumes et s'adressa d'une voix claire et posée. « Vous m'appelez étrangère, mais je ne suis que la fille de la terre et du ciel. J'ai fui la guerre pour trouver la paix. J'ai apporté ma force pour réparer vos charrettes et mon cœur pour partager vos peines. Ne permettez pas que la couleur de ma peau ou la forme de mon chant brise l'harmonie de ce village. » Les mots résonnèrent comme un écho profond. Certains se détournèrent, émus, d'autres, surpris de tant de noblesse, inclinèrent la tête. Pierre sentit une émotion intense le submerger. Le maire, touché, fit un signe. « Nous te remercions, Nahimana. Nous devons méditer tes paroles. » Il leva la main. Assemblée levée. Tandis que les villageois dispersaient, Pierre prit Nahimana dans ses bras. Ensemble, ils comprirent que la véritable bataille pour l'acceptation ne faisait que commencer, mais que, grâce à son courage, une nouvelle page pouvait s'écrire pour Saint-Mont, celle de l'union entre deux mondes. Au cœur de la ferme, sous le vieux chêne dont les racines semblaient garder la mémoire des anciens combattants, Nahimana et Pierre s'étaient retirés pour parler à l'abri des regards curieux. Le soleil déclinait, projetant une lumière dorée sur les épis de blé ondulant dans la brise. Nahimana, assise sur une souche, laissa tomber son étole pour mieux étendre ses bras vers Pierre, dont le visage restait empreint d'inquiétude. « Je n'ai jamais voulu te cacher mon passé », commença-t-elle d'une voix douce mais résolue. « Ma famille appartenait à une tribu apache nomade, chassée de ses terres par la guerre et la famine. J'étais encore enfant quand j'ai vu ma mère tomber, frappée par le fusil d'un soldat. Ses yeux sombres se remplirent de larmes, que Pierre essuya délicatement de son pouce. Elle poursuivit. « Ma grand-mère m'a appris les chants sacrés et les secrets de la terre. Elle m'a dit que le vent porte la voix des ancêtres,
et que chaque feuille, chaque pierre contient une histoire. Avant de disparaître elle aussi, elle m'a confié la mission de protéger ceux qui n'ont pas de défense. Nahimana baissa la tête, puis leva de nouveau le regard, empli d'une détermination inébranlable. Pierre sentit une vague d'émotion le submerger. « Tu portes en toi une force que je ne pourrai jamais comprendre entièrement, » murmura-t-il. « Mais je veux apprendre à écouter ces voix que tu entends. Dis-moi tout. » Elle sourit, malgré la douleur passée, et entama le chant discret que lui avait enseigné sa grand-mère, un murmure ancestral où résonnait à la fois la tristesse et l'espoir. Les notes flottaient dans l'air du soir, amplifiées par le silence respectueux de la nature. Les oiseaux se turent, et même le ruisseau proche sembla ralentir son murmure. Pierre, les yeux fermés, laissa le chant pénétrer son âme. Lorsqu'elle s'arrêta, il l'enveloppa dans ses bras, un serment silencieux. « Merci de m'avoir fait confiance, » souffla-t-il. « À présent, je sais que je ne t'aime pas malgré tes origines, mais bien à cause de tout ce que tu représentes. Courage, compassion et vérité. » Nahimana posa sa main sur son cœur et hocha la tête, ses larmes s'évanouissant dans un sourire radieux. Alors qu'il se relevait, une chouette ulula dans la pénombre, comme pour bénir leur union naissante. Chacun sentit que ce partage intime scellait un lien plus profond encore que l'amour, une alliance entre deux mondes, tissée de peines passées et de rêves communs. Dans ce secret révélé, Saint-Mond découvrait non seulement une héroïne, mais la promesse d'un avenir où le hennissement des chevaux et le murmure du vent cohabiteraient en harmonie. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les persiennes lorsqu'un corbeau noir s'élança du clocher de l'église pour tourner au-dessus de la ferme des champs. Nahimana, debout sur le perron, plissa les yeux en scrutant l'horizon. « J'ai l'impression que quelque chose se prépare, » dit-elle, la voix empreinte d'un pressentiment ancestral. Pierre, qui venait de nourrir les poules, la rejoignit, courbant le dos sous le poids des seaux d'eau. Au loin, la silhouette d'une calèche se dessinait, lente et imposante. Sa carrosserie vernie reflétait les rayons du soleil levant, et deux sabots de cheval martelèrent le sol en cadence. À l'intérieur, un homme en redingote noire, le col orné de galons dorés, serrait les rênes avec fermeté. Son regard froid balaya la ferme comme un juge examinant sa sentence. « C'est le colonel Leclerc », souffla Pierre, la gorge serrée. Il connaissait la réputation de cet ancien officier, revenu de la guerre d'Italie avec l'âme froide et l'appétit vorace pour la terre. On disait qu'il s'était enrichi en spéculant sur les ressources des campagnes, et qu'il n'hésitait pas à user de la force pour obtenir ce qu'il voulait. La calèche s'arrêta devant la barrière en chêne. Le colonel descendit, son manteau flottant dans le vent, dévoilant une uniformité impeccable. Une fine cicatrice marquait son visage, allant de la tempe droite jusqu'à la mâchoire, témoignage d'un duel lointain. Ses bottes parfaitement cirées frappèrent le sol dans un écho métallique. Autour de lui, 3 hommes en blouse sombre, armes dissimulées sous le manteau, l'accompagnaient comme un cortège de spectres menaçants. Le colonel s'approcha de Pierre et Nahimana. « Monsieur Deschamps, » lança-t-il d'une voix grave, « je suis ici pour vous informer que vos droits sur ces terres expirent à la fin de ce mois. Le domaine m'appartient désormais, conformément au décret que j'ai obtenu du préfet. » Il marqua une pause, laissant le vent porter ces mots sinistres. « Je vous donne 10 jours pour évacuer les lieux. » Pierre sentit son sang se glacer. Comment un homme pouvait-il arracher son foyer en un simple claquement de doigts? Nahimana posa une main sur son bras, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Vous ne partirez pas, » répondit-elle d'une voix claire. « Nous avons labouré cette terre, planté nos racines et soigné vos bêtes en hiver. Vous ne pouvez pas la prendre ainsi. » Le colonel esquissa un sourire cruel. « Ma chère, vous parlez de justice, mais c'est la loi du plus fort qui prévaut. Vous avez jusqu'à l'aube du 11e jour pour plier bagage. Passé ce délai, je déploierai mes hommes pour vous faire sortir de force. » Il fit volte-face sans un mot de plus, remonta dans la calèche, et les chevaux repartis dans un nuage de poussière. Restés seuls, Nahimana et Pierre échangèrent un regard lourd de promesses. Ils savaient que le combat serait long et périlleux, mais que leur amour et leur union pouvaient galvaniser la communauté. Comme un écho lointain, le corbeau poussa un dernier croassement, puis disparut dans le ciel matinal. Dans ce silence solennel, Pierre serra la main de Nahimana avec force. Ils allaient affronter ensemble la tempête annoncée. Dès le lendemain, Pierre et Nahimana convoquèrent une réunion secrète dans la grange attenante à la ferme. Les poutres centenaires, noircies par la fumée des anciennes battues,
abritait désormais un cercle de visages déterminés. Des paysans au front buriné, des artisans aux mains calleuses et quelques femmes du village, portant encore leur coiffe traditionnelle, s'étaient rassemblés autour d'une table grossière où reposaient des cartes du territoire. Pierre déplia la carte avec précaution. « Le colonel Leclerc dispose de ses hommes dans la cour du château voisin, » expliqua-t-il, pointant l'empreinte du bâtiment. « Nous ne pourrons pas l'affronter de front. Il nous faut une stratégie de guérilla. » Les murmures montèrent alors que certains échangeaient des regards inquiets. Nahimana se leva, drapé dans son étole brodée. « Dans ma tribu, nous enseignons l'art du camouflage et de l'embuscade. Nous utiliserons le terrain à notre avantage. Les bois, les haies vives et les gués pour ralentir ses chevaux. » Elle traça d'un doigt ferme 2 zones de pièges improvisés, un fossé masqué par des branchages et un passage étroit où placer des obstacles discrets. Les visages s'éclairèrent d'un espoir nouveau. Un paysan robuste, Marcel, se pencha en avant. « J'ai encore des barbelés et des piquets rouillés de la vieille clôture. Nous pourrions les utiliser pour créer des balises secrètes. » Les artisans présents proposèrent de dresser des faux murs de sacs de grains vides, dissimulant des hommes armés de fourches et de fusils à poudre. Chaque proposition renforçait l'ardeur du groupe. Pierre, les poings serrés, ajouta « Nous devons aussi convaincre les fermiers voisins de se joindre à nous. Le colonel viendra de tous côtés. Si chacun ferme sa porte, il se retrouvera isolé. » Un accord unanime scella la décision de parcourir le canton pour rallier les propriétaires en échange d'une part solidaire de leur récolte si la résistance réussissait. Alors que la nuit tombait, les préparatifs s'intensifièrent. Des torches artisanales furent fabriquées, des cordes tressées et des bandages préparés. Nahimana enseigna aux plus jeunes comment tracer des signes de repérage invisibles pour les étrangers, en s'appuyant sur les symboles gravés dans l'écorce des arbres. Pierre montra comment manier une carabine héritée de son grand-père, expliquant le calage de la gâchette et l'entretien de l'arme. Au crépuscule, chacun rentra chez soi porter l'ordre de mobilisation. Dans l'air frais, les mots de Nahimana résonnaient encore. « Nous ne nous battons pas pour la guerre, mais pour la justice. » Pierre accompagna Nahimana jusqu'à la barrière de la ferme. Ils s'arrêtèrent un instant sous la lumière jaune d'une lanterne. Il prit sa main, l'embrassa doucement et lui murmura « Grâce à toi, je me sens prêt à tout affronter. » Dans l'ombre enveloppante, les silhouettes se fondaient dans le décor. Le vent chargé de promesses emporta leurs paroles, tandis que le peuple de Saint-Mont se préparait à défendre son foyer et son honneur face à la menace funeste du colonel Leclerc. La pleine lune baignait la ferme des champs d'une lumière spectrale lorsque les premiers bruits de bottes retentirent au-delà des haies. Dans la cour, des torches vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs de torchis. Nahimana, perché sur un vieux tonneau, scrutait la clairière où s'avançaient les silhouettes des soldats du colonel Leclerc. Leurs uniformes sombres, semblables à des ombres vivantes, avançaient en formation serrée, sabres au fourreau et mousquets prêts à l'attaque. Pierre, le regard déterminé, répartissait le petit groupe de résistants le long des haies, paysans dissimulés derrière des fagots de blé, artisans prêts à actionner des pièges, femmes tenant des lampes fendues pour guider discrètement leurs alliés. Le cœur battant, il échangea un signe de tête avec Nahimana qui murmura « Souviens-toi de notre plan, patience et discrétion. » Au moment où les premiers chevaux foulèrent l'herbe humide, le fossé masqué se révéla. Les sabots claquèrent dans le vide, entraînant hurlements et chutes brutales. Les hommes du colonel, désorientés, perdirent leur discipline. Aussitôt, les résistants surgirent des buissons, des fourches levées, des pioches prêtes. Un fusil éclata, une flamme illumina la nuit. Le crépitement des armes à poudre se mêla aux cris et au hennissement des chevaux. Dans la mêlée, Nahimana se déplaçait avec grâce et puissance. Chaque flèche qu'elle décochait trouvait sa cible. Un mousquetier, un tambour fracturé, son cri de guerre, inspiré des anciens chants de sa tribu, fit frissonner les assaillants, qui hésitèrent face à cette force insoupçonnée. Pierre, armé de sa carabine héritée, soutint la cadence couvrant les rebuts de la haie avec des traits précis. Le colonel Leclerc, furieux, tenta de regrouper ses hommes près du puits. Il brandit son sabre, ordonnant une charge, mais se heurta au passage étroit que les résistants avaient préparé. Les sacs de grains disposés en barrage forcèrent les soldats à ralentir. Quelques barils renversés ajoutèrent la confusion.
tandis que les torches jetaient des éclats rouges et dorés sur l'amas de corps et de bois. Après ce qui sembla une éternité, le poids du nombre et le terrain mal maîtrisé firent reculer les troupes du colonel. Les résistants, encouragés par la brillance des étoiles et le chant lointain d'une chouette, maintinrent leur position. Finalement, les officiers ennemis donnèrent l'ordre de la retraite, emportant leurs morts et leurs blessés dans un nuage de poussière. Quand le calme revint, Pierre et Nahimana s'approchèrent de la lisière. Le sol était jonché de débris, de fer tordu et de gouttes d'or bruissant sous la lune. Ils se tinrent la main, le souffle court, conscients d'avoir remporté la première bataille. Nahimana posa sa tête contre l'épaule de Pierre, et il murmura « Ensemble, rien ne nous arrêtera ». Au petit matin, un voile de brume recouvrait les collines environnantes lorsque Pierre et Nahimana partirent en reconnaissance vers la ferme voisine de Marcel. Ils marchaient côte à côte, chaque pas amorti par l'herbe humide. L'air était trouble de murmures. Certains voisins hésitaient à s'engager, craignant la colère du colonel Leclerc. Nahimana, silencieuse, posait parfois une main rassurante sur le bras de Pierre, lui insufflant du courage. En approchant de la grange de Marcel, ils aperçurent une silhouette connue, le vicomte Étienne de Beaumont, drapé dans son manteau de velours sombre, échangeait des papiers avec un officier au col clouté. Le cœur de Pierre se serra. Étienne, jadis ami familier, avait juré fidélité envers la communauté, mais la lueur dans ses yeux trahissait un intérêt plus personnel. « Que fait-il ici » souffla Pierre. Nahimana fixa le vicomte, puis murmura « Suivons-le discrètement ». Ils contournèrent la grange et s'arrêtèrent derrière un mur de sacs de grains. De la fissure, ils virent Étienne remettre un parchemin au lieutenant du colonel. Le document portait le sceau impérial et détaillait les emplacements de nos pièges, indiquant précisément le fossé masqué et le gué étroit. Étienne hocha la tête, un sourire froid aux lèvres, avant de disparaître dans la brume vers le château du colonel. La trahison tomba sur Pierre comme un coup de massue. Il détourna les yeux, la mâchoire serrée. Nahimana glissa une main sur son épaule. « Nous ne devons pas paniquer, mais agir, vite. » Pierre hocha la tête, les poings serrés. Il va falloir désamorcer ces informations et protéger les villageois avant qu'il ne soit trop tard. Ils regagnèrent la ferme à pas précipités. Chaque instant comptait. Si le colonel découvrait nos plans, tout serait perdu. Nahimana rédigea une missive improvisée, invitant Marcel, Léonie la boulangère et les autres résistants à une réunion d'urgence dans la grange. L'ombre de la trahison planait déjà sur leurs esprits, mais la détermination de Nahimana rallumait l'étincelle de l'espoir. Dans la pénombre de la grange, les visages familiers s'étaient assemblés, livides. Lorsque Pierre révéla la trahison d'Étienne, un silence lourd s'installa. Marcel, le front plissé, murmura « Comment a-t-il pu ? Nous avons partagé le même pain. » Léonie, les poings tremblants, ajouta « Il cherchait sans doute à regagner ses terres en échange de sa loyauté au colonel. » Nahimana se leva et s'adressa à tous. « Nous sommes blessés par cette perfidie, mais nous ne devons pas éclater. Nous devons réagir ensemble. Les traîtres comme Étienne espèrent profiter de notre division. Nous allons redistribuer nos postes. Certains resteront en alerte près du gué, d'autres camoufleront de fausses pistes tandis que d'autres encore s'assureront qu'Étienne ne puisse quitter le canton. » Pierre acquiesça et ajouta « Et moi ?» Nahimana sourit, laissant transparaître une confiance inébranlable. « Toi, tu me rejoindras pour renforcer la protection du bois sacré. » La réunion se termina sur un accord ferme. Dans le silence de la grange, chacun sentit que la route serait plus périlleuse, mais que la solidarité triompherait de la perfidie. Pierre serra la main de Nahimana, et dans ce geste fusionnaient gratitude et promesse. Ensemble, face à la trahison, ils bâtiraient un rempart de loyauté. La grange, habituellement refuge de Noël et de battage, résonnait désormais de murmures tendus. Pierre, Nahimana et une poignée de résistants s'étaient réunis pour affronter l'épreuve finale, empêcher le colonel Leclerc d'investir la ferme pendant la nuit fatidique. Des torches artisanales, posées au sol, jetaient une lumière vacillante sur les poutres anciennes, tandis qu'une pluie légère tambourinait sur la toiture de chaume. « Ce soir, tout sera décisif », déclara Pierre d'une voix ferme. Ses yeux fatigués trahissaient toutefois l'angoisse. À ses côtés, Nahimana passa une main rassurante sur son épaule. « Souviens-toi, nous avons déjà remporté la première manche. Leur fureur est grande, mais notre détermination est plus grande encore. » Dans un coin,
Marcel ajustait les cordes des pièges. Léonie la boulangère vérifiait les provisions et les bandages, tandis que quelques jeunes paysans jaugeaient l'ouverture du gué, prêts à déclencher un barrage de troncs dissimulés sous l'eau. Naïmana s'approcha du centre de la grange et déploya un parchemin, la copie d'un décret du préfet que le vicomte Étienne avait falsifié pour légitimer le colonel. Les mots officiels, barrés d'encre suspecte, ne trompaient plus. « Vous ne pouvez vous appuyer que sur la force brutale de vos fusils, colonel. Mais ici, c'est la justice qui prévaudra. » Un silence solennel tomba, suivi d'un léger souffle d'admiration. Pierre s'empara du parchemin. « Nous leur montrerons que le droit du laboureur vaut plus que le caprice d'un officier. » Il leva le document comme un étendard, tandis que Naïmana, debout sur un fût, entonnait le chant sacré de sa grand-mère, invitant les esprits de la terre à veiller sur eux. Soudain, un hennissement aigu retentit. Les chevaux du colonel galopèrent vers la clôture, et des torches glissèrent dans la nuit, formant un cercle de feu. Les résistants se positionnèrent. Naïmana, armé de son arc, visa les porteurs de torches, prêts à neutraliser sans faire couler le sang. Pierre dirigea un groupe vers l'entrée principale, déterminé à protéger la grange coûte que coûte. Lorsque les soldats foncèrent, le plan s'exécuta à la perfection. Une volée de flèches coupa net les cordes des porteurs de torches, plongeant la zone dans une obscurité confuse. Des troncs dissimulés jaillirent du gué, désarçonnant les cavaliers, et la haie vivante de paysans, armés de fourches, barra les portes. Les soldats, désorientés et sans repère, tentèrent de regagner leur cohérence, mais la résistance était implacable. Au milieu de la mêlée, le colonel Leclerc surgit, sabre au poing, cherchant à franchir la porte de la grange. Pierre se jeta devant lui. Dans un geste inattendu, Naïmana décocha une flèche dissuasive qui se perça dans le poteau, juste à côté de la tête du colonel. Un cri de stupeur s'éleva, et les attaques cessèrent instantanément. Le colonel, figé, abaissa son arme. Pierre planta le décret falsifié devant lui. « Vous voyez maintenant que votre autorité ne repose que sur un mensonge. Quittez nos terres avant l'aube, ou nous vous y contraindrons. » Le silence reprit ses droits, lourd et solennel. Finalement, le colonel hocha la tête, ses hommes reculèrent, et la nuit retrouva son calme. Pierre et Naïmana, essoufflés mais victorieux, se regardèrent dans la lueur tremblante des torches, conscients que, grâce à leur union et à la solidarité du village, la justice avait triomphé une nouvelle fois. Le lendemain de la victoire, le soleil se leva sur une fermette de Saint-Mond baignée de rosée. Les villageois, épuisés mais fiers, s'étaient rassemblés devant la ferme des champs pour célébrer leur triomphe. Des guirlandes de fleurs sauvages pendaient aux portes et des tables improvisées regorgeaient de pain frais, de fromage crémeux et de raisins dorés. Pierre conduisit Naïmana vers le banc de pierre près du vieux puits, là où tout avait commencé. Les enfants jouaient alentour, porteurs d'un espoir nouveau, tandis que les adultes échangèrent des sourires complices. Naïmana, vêtue d'une simple robe blanche brodée de fils d'or, s'assit, les mains jointes sur ses genoux. Pierre se tourna vers elle, le cœur battant. Il retira doucement son chapeau, comme au premier jour. « Naïmana, commença-t-il, la voix emplie d'émotion. Tu m'as appris que la beauté véritable naît de l'âme et du courage. Sans toi, je serais encore l'homme que je croyais laid et insignifiant. Grâce à toi, j'ai découvert ma valeur. » Elle posa une main sur la sienne, son regard brillant de tendresse. « Pierre, tu as fait plus que me soutenir. Tu as sauvé ma terre d'adoption et accueilli mes traditions comme les tiennes. Pour moi, tu es beau au-delà des apparences. » Un silence complice s'installa. Les oiseaux chantaient, et le vent léger jouait dans les épis de blé. Puis Pierre, le souffle court, sortit de sa poche une bague de cuivre gravée d'un symbole apache et d'une croix française entrelacée. « Veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Naïmana, les larmes aux yeux, sourit et répondit d'une voix douce. « Oui, Pierre. » Elle glissa la bague à son doigt. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva autour d'eux. Les enfants coururent, emportés par la joie, tandis que les adultes offrèrent des chants d'allégresse. Ils se levèrent, s'étreignirent et s'embrassèrent sous les acclamations. Dans cet instant suspendu, l'amour triomphait de toutes les différences, scellant l'union de deux âmes et de deux cultures pour l'éternité. Quelques jours plus tard, une procession solennelle traversa le village. Le juge de paix, escorté de gendarmes, arriva avec le colonel Leclerc, désormais dépouillé de ses prétentions. Dans la cour du château,
Le maire Jacques Lavoisier lut la sentence. Le colonel Leclerc, pour abus de pouvoir et falsification, est déchu de toute propriété dans la région. Les terres sont restituées à Pierre Deschamps, dont la bravoure et la loyauté ont sauvé la communauté. Un cri de joie éclata. Nahimana et Pierre, debout côte à côte, serrèrent la main du juge. Les villageois, soulagés, acclamèrent leur couple héroïque. Le colonel, tête basse, fut exfiltré hors du canton sous bonne escorte. À son passage, certains murmuraient « Que la justice divine le guide désormais ». Le maire donna la parole à Pierre. « Je dédie cette victoire à chacun de vous. Sans votre solidarité, nous n'aurions jamais tenu. » Les applaudissements résonnèrent comme un écho libérateur. Nahimana, ému, ajouta « Nous sommes tous frères et sœurs sous le même ciel. Que cette épreuve renforce nos liens et inspire la paix. » Les cloches de l'église sonnèrent à toute volée, marquant la fin des hostilités et le début d'une nouvelle ère de prospérité pour Saint-Mont. À l'aube du jour suivant, Pierre et Nahimana se retrouvèrent une dernière fois devant le vieux puits. Le ciel, teinté de rose et d'or, promettait une journée radieuse. Pierre retira son chapeau, le posa sur le bord du puits et sourit. « Je ne suis pas beau, dit-il doucement, mais à tes yeux, je le suis toujours. » Nahimana s'approcha, leva les yeux vers lui et l'embrassa tendrement. Le baiser scella leur promesse. Affronter ensemble chaque aube, chaque tempête main dans la main. Autour d'eux, le village s'éveillait, des fenêtres s'ouvraient, des rires d'enfants résonnaient, et le parfum du pain chaud flottait dans l'air. Saint-Mont renaissait, animé par la force de leur amour et la paix retrouvée. Le chapeau posé près du puits devint un emblème, souvenir de l'homme qui, malgré ses doutes, s'est montré digne de l'amour le plus pur. Et tandis que le soleil se levait, Pierre enleva le chapeau de Nahimana, le leur offrant symboliquement. Saint-Mont nous enseigne que l'amour et la solidarité surpassent toutes les différences, que l'union de Pierre et Nahimana nous rappelle « Osons croire en nous et en nos rêves ». Vous aimez ces histoires inspirantes? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.